C'est l'heure de l'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors finalement, ça a été très rapide du côté du gouvernement avec la fameuse nationalisation d'EDF enfin détaillée, quoi. Oui, on peut dire que c'est parti. C'est l'annonce forte de cette semaine. Comme le gouvernement s'était engagé, ce sera donc 12 € par action, une opération souhaitée par la Première ministre début juillet, qui va coûter tout de même près de 10 milliards d'euros à l'État avec ce qu'on appelle une offre publique en bourse, pour sortir de l'entreprise de ses difficultés économiques et industrielles, je cite. Le gouvernement a donc choisi cette méthode rapide. Il possède quand même déjà 84% d'EDF. Il faut donc racheter les 16% qui restent. Ce prix de 12 € est dans la fourchette haute de ce qu'attendaient les analystes. Ensuite, comme toujours dans ce style d'opération, selon que vous étiez au capital au début, autour de 32 € quand la société est venue se coter, ou récemment, l'offre de l'État ne résonne pas de la même manière pour votre portefeuille. Plus 53% sur le dernier cours, mais bien loin de ce cours d'EDF était allé même à 75 € en novembre 2007 avant d'entamer une descente vertigineuse. Ouais, donc forcément, il n'y a pas trop de raison de se réjouir en fait, c'est ça ? Non, et d'ailleurs les actionnaires minoritaires ne s'y sont pas trompés, notamment Colette Neuville, célèbre égérie, on peut le dire, des actionnaires minoritaires, qui de l'ADAN, l'association de défense des actionnaires minoritaires, estime que la situation de l'État est intenable. Actionnaire majoritaire d'EDF avec ses 84%, l'État se trouve dans une situation de conflit d'intérêts permanent partagé entre l'intérêt général des Français et les intérêts des actionnaires. L'État va s'engager sur un dossier qui ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est ce que dit Hervé Chefdeville, secrétaire général de l'association Énergie en Action, qui lui rassemble à la fois des actionnaires salariés et anciens salariés d'EDF. Et il faut rappeler qu'il y avait à peu près 4,9 millions d'actionnaires individuels, dont 130 000 salariés, qui avaient participé à cette introduction d'EDF en 2005, au prix donc de 32 € par action. Et puis, on peut le dire, derrière cette opération, c'est surtout le sujet clé du capitalisme d'État à la française, avec des contraintes pour EDF, un État à la fois actionnaire et financier qui édicte aussi les nouvelles règles. Autant dire que l'actionnaire a tout à perdre, mais on n'est pas sûr que les Français auront, eux, à y gagner, puisque j'ai retrouvé, il faut rappeler quand même qu'EDF a été financé par des emprunts nationaux, ces fameuses centrales, et il y avait une affiche de 1965 montrant un emprunt à 5,65%. Les centrales, donc les Français les ont financées, il ne faut pas l'oublier, et EDF devra avec EDF financer aussi la rénovation de ce parc vieillissant, sans compter les risques liés aux turbines et donc à la sécurité. Rien ne dit que ça ne coûtera pas encore quelques milliards dans les prochaines années. Autre sujet dans l'info Éco Plus, Didier, Bill Gates qui va sortir du classement des hommes les plus riches du monde. Oui, le milliardaire s'est à nouveau engagé à faire don de sa fortune, ajoutant qu'il finira par disparaître de cette fameuse liste. Une déclaration qui a été faite alors que le cofondateur de Microsoft a annoncé qu'il allait faire un don de 20 milliards de dollars à son fonds philanthropique. C'est le 4e homme le plus riche du monde. Il a déclaré qu'il avait une obligation à ce sujet. Alors il s'était déjà engagé en 2010. Alors il vaut entre guillemets aujourd'hui autour de 118 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Ce chiffre va baisser de manière significative, bien sûr, après sa donation en juillet à la fondation Bill et Melinda Gates, ce fonds caritatif qu'il avait créé en 2000. Et c'est sur Twitter que Bill Gates a fait cette annonce. En regardant vers l'avenir, je prévois de donner pratiquement toute ma richesse à la fondation. Je vais descendre, finalement disparaître de cette liste des personnes les plus riches du monde. J'ai l'obligation de restituer mes ressources à la société de la manière qui a le plus d'impact pour réduire la souffrance et améliorer les vies. Rappelons d'ailleurs que cette fondation Gates, elle travaille notamment dans les pays pour éradiquer des maladies comme le paludisme, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis pour améliorer l'éducation, s'attaquer aux mauvaises conditions sanitaires. En 2020, elle était considérée comme la 2e plus grande fondation caritative au monde, détenant pratiquement 50 milliards de dollars d'actifs, ce qui suscite parfois des critiques sur le fait qu'une entreprise privée fasse autant dans ce domaine. La fondation est le plus grand donateur privé de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, juste derrière les États-Unis. La question que l'on devrait se poser, c'est plutôt pourquoi les États ne font pas plus dans le domaine de la santé. On a vu avec la Covid venue de Chine ce qu'une pandémie pouvait faire comme dégâts dans le monde. M. Gates a détenu le titre de la personne la plus riche du monde entre 1995 et 2010, et puis après de 2013-2017, il y a aussi Jeff Bezos, et puis le fondateur de Tesla, Elon Musk. Jeff Bezos, c'est Amazon qui sont dans ce classement. C'est ça. Voilà pour les millionnaires américains célèbres. Vous n'avez pas d'autres Américains un peu moins connus qui sont en train de bouger vers l'Europe, c'est ça ? Oui, on avait eu l'occasion de parler la semaine dernière de la flambée du dollar, et cette parité euro-dollar, c'était historique. Avec cette flambée du dollar, mais aux États-Unis, on pourrait aussi parler de la flambée des prix de l'immobilier, des sujets politiques aussi. Les Américains sont de plus en plus nombreux à s'installer en Europe. C'est une dépêche Bloomberg qui nous l'apprend, avec l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grèce et la France qui figurent ainsi parmi les destinations les plus populaires. Selon une étude de Sotheby's International Realty, les demandes, par exemple, d'Américains
Américains voulant s'installer en Grèce ont augmenté de 40% entre avril et juin par rapport à l'année précédente. En France et en Italie, eh bien, la demande américaine est la plus forte depuis au moins 3 ans, selon Jack Harris, un autre spécialiste de l'immobilier chez Knight Frank. Et les Américains, eh bien, c'est 12% du chiffre d'affaires de Sotheby's Italie au premier trimestre, contre seulement 5% pour la même période de l'année précédente. Donc, il n'y a pas que les retraités ou les personnes fortunées qui sont traditionnellement les principaux acheteurs américains de biens immobiliers en Europe. Il y en a d'autres qui arrivent dans les petites villes avec le fameux travail à distance notamment. Il y a un exemple assez significatif de Stéphanie Sinclair qui est citée, 40 ans, d'Atlanta. Eh bien, elle vient d'acheter une maison en Italie, c'était son rêve depuis une longue date. Elle payait $3 000 par mois pour louer une maison de 4 chambres pour elle et son fils à Atlanta. Et elle s'est trouvée dans l'impossibilité de monter en gamme. Pourtant, elle avait $300 000 de liquidité, c'est vous dire. Eh bien là, elle a trouvé une petite maison en Sicile pour 60 000 €. Elle est ravie. Et le prix moyen d'une maison à Atlanta, par exemple, c'était $405 000 et ça avait augmenté de 20%. Donc, à suivre, ces Américains, voilà, on parle souvent des sujets de guerre, de l'Ukraine avec l'OTAN. Là, ce sont des Américains qui viennent en Europe s'installer. Des Américains en Europe. Voilà pour l'info Éco Plus avec Didier Testot, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Merci beaucoup Didier. Merci. Et on se retrouve le week-end prochain.